parce qu'en plus de ça, on disait c'est les mutuelles qui paieront. Et oui, oui, elles n'ont pas eu le choix. Et en plus de ça, c'était pervers parce que c'était un appel du pied aux médecins qui étaient en secteur 1 à passer en optionnel. Donc, non, mais enfin, voilà, sur le fond, c'était complètement aberrant. Enfin, c'était, oui, c'était pervers, c'est clair. C'était pas clair du tout, c'est peut-être le dire, justement. Mais enfin, bon, bref. Ça c'est... Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce secteur 2 s'est ouvert et qu'en fait, il a concerné en 80, se sont engouffrés dans ce secteur. C'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis installée en 79 et en 80, février ou mars, je sais plus, je me suis mise en secteur 2 à ce moment-là. Ce secteur, il a été essentiellement courtisé par les médecins non conventionnels qui, par essence, prennent quand même beaucoup plus de temps en consultation. Et donc, pourquoi ça s'est ouvert à ce moment-là? Parce que moi, c'est tous les rêves de la naïveté dont je parlais ce matin. Je me suis dit... c'est qu'il y a une ouverture. En fait, après, je me suis rendu compte que cette ouverture, parce que moi, à l'époque où je me suis installée, de nombreux médecins installaient leurs plaques et la désinstallaient au bout de quelques mois parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre. On était en 80 à l'opposé de là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait trop de médecins, notamment trop de médecins généralistes. Il fallait trouver le moyen de permettre la survie aux médecins qui s'installaient. Donc ça s'est ouvert pour ça. Et puis, en fait, le problème, c'est qu'ils ne s'attendaient pas. Alors, on avait le droit de s'installer, de se mettre dans ce secteur-là, mais fallait-il encore prouver, alors que les diplômes ne sont pas reconnus, c'est-à-dire moi, j'avais un diplôme d'homéopathe, j'avais un diplôme d'acupuncture, et il fallait prouver et donner ces diplômes pour avoir le droit de rentrer dans le secteur 2 à cette époque. Alors qu'en fait, au niveau officiel, ils ne reconnaissaient pas les diplômes. Donc, c'était quand même un peu pervers. Et je me suis dit, ils vont reconnaître les formations, et ils ne les ont jamais reconnues. Donc ça n'a pas avancé, et très vite ils ont été dépassés, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte de l'engouement à la fois des médecins pour des voies, d'un certain nombre de médecins pour des voies autres, et des patients qui ont commencé à... Moi je me souviens quand je me suis installée donc en Normandie, dans un tout petit bourg, les gens qui avaient besoin d'un médecin homéopathe à l'époque, ils allaient à Paris. Et Paris, quand on est au fin fond de la Normandie, je peux vous dire, c'est plus d'une journée, parce qu'il y avait presque 4 heures de train pour aller jusqu'à Paris, et donc c'était l'horreur pour aller là-bas. Donc sur un grand périmètre, il n'y avait personne qui était installé. Donc c'était une pauvreté terrible. Et là, ça a proliféré. Et là, ça a commencé à leur faire peur. Donc ils ont subi les pressions aussi des laboratoires pharmaceutiques. Parce que je me souviens bien, il y a une vingtaine d'années, un peu moins, quand ça a commencé vraiment, à l'époque on disait 66% des gens, aujourd'hui on est à 44-45, il y a une vingtaine d'années, 66% des gens, à un moment donné, il aurait été dit que 66% des gens consommaient de façon éventuellement ponctuelle ou plus fréquemment des produits homéopathiques. Des mutuelles de la zone, je ne sais plus, sartoise peut-être, ou Orléans, je ne me souviens plus, ont sorti des statistiques prouvant que, après qu'il y a eu un petit peu un recul, donc c'est pas... attendez, c'était 80... Ouais, dans les années 95, entre 95 et 2000, c'est ça, il y a une quinzaine d'années, ils ont sorti des statistiques montrant que les gens qui étaient suivis en homéopathie et en acupuncture coûtait moins cher, c'est-à-dire que plus le temps passait, moins ils demandaient de remboursement, mieux ils allaient, et moins ils demandaient de remboursement, et que c'était donc un investissement, et qu'il fallait ouvrir des remboursements sur les médecines non conventionnelles. Et tout ça, dans le même temps, enfin très peu de temps après, il y a eu des pressions au niveau gouvernemental, disant, des laboratoires pharmaceutiques, déclarant qu'ils allaient être en faillite si on laissait faire le processus. Donc ça a été écrit dans les journaux. Voilà, donc chômage. Et donc comme c'était déjà dans les débuts de la montée du chômage, c'était la catastrophe. Donc ils ont demandé, ils ont crié au secours, et tous les gens qui bénéficiaient de leur largesse sont arrivés au secours. Le Conseil de l'Ordre, l'AFSAP, etc. Quoi, les experts, etc. Et il faut s'imaginer aussi que aujourd'hui on nous dit que 40% des malades ont utilisé une fois ou plusieurs fois l'homéopathie. Et il faut savoir que le coût de l'homéopathie dans les dépenses de la sécurité sociale représente 5%. C'est là qu'on s'aperçoit aussi des économies. Oui, tout à fait. Oui, mais le Conseil de l'Ordre... Moi, je suis allée, quand il y a eu l'affaire Solomides, là, je suis allée intervenir au ministère de la Santé, parce que ça faisait déjà plusieurs choses qui intervenaient. Donc, avec l'association, on a décidé qu'on partait avec l'avocat et puis qu'on allait interpeller le ministre de la Santé. À l'époque, c'était Roselyne. C'est dur. Je peux vous assurer que c'est dur. Bon, enfin, il faut bien avoir sa contrepartie noire, c'est normal. Ainsi va la vie. Donc, elle nous a délégué un conseiller, bien sûr. Elle n'a pas été folle, elle nous a délégué un conseiller qui était en fait un avocat. Donc, on a eu lourde charge que de combattre les arguments juridiques.
Heureusement qu'il y avait l'avocat avec nous, enfin on avait un peu senti le truc, quoi. Donc avec un des membres de l'UNAX, on y était allé. Et vous savez, vous prenez un coup quand même, parce que le mec, il était là, c'est un mec qui était jeune, il avait enfin 40 ans, quoi. Bon, enseignant à Dauphine, enfin... Hein. Et à un moment donné, donc j'ai commencé, parce que c'était moi qui étais officiellement avec le rendez-vous, il me déplaçait, j'ai commencé donc à discuter, mais j'ai pas parlé plus de 5 minutes. Le mec, il avait des lunettes, il a enlevé ses lunettes, il m'a dit Madame, yeux dans les yeux, vous et moi savons que l'homéopathie, c'est du savon dans l'eau. Alors vous ne me ferez pas avaler vos balivernes. Ben, vous savez, j'ai mis des mois à m'en remettre quand même. J'ai mis des mois. Parce qu'on partait avec l'idée que quand même, aujourd'hui, les choses avaient évolué. Des choses sur le... Ils n'arrêtent pas de dire que ça n'a pas été prouvé. Il y a bien longtemps qu'il y a des tonnes d'expériences qui ont été faites quand même. Voilà, y compris là, les choses qui sont sorties récemment, qui viennent d'Inde, qui sont extrêmement intéressantes. Vous avez vu, hein, là, ce qui est sorti sur le cancer, mais qu'on sait déjà depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il y a 3 ou 4 médecins homéopathes qui travaillent spécifiquement dans le cancer avec des produits homéopathiques, pour des raisons purement économiques. C'est peut-être ça qui nous ramènera aux thérapeutiques non conventionnelles d'ailleurs. Hein. Les problèmes économiques. Bah oui, c'est comme ça que ça reviendra. Voilà. Et donc eux, ils ont des très bons résultats qui sont complètement superposables aux résultats, si ce n'est mieux, avec moins d'inconvénients, moins de coûts à distance, etc. Donc on n'arrête pas de nous dire, ça n'a jamais été prouvé. Et donc c'est ce qui m'a sorti. Il m'a dit, vous m'amenez une preuve scientifique de l'efficacité de l'homéopathie ou des produits Bejerski, parce que du coup il avait dérivé, et pas de problème, on ouvre la porte. Mais tant que vous ne me la portez pas, la porte sera fermée. Mais ça, quand même, je peux vous assurer, moi ça m'a violemment choqué. Pourtant, voilà, je commençais à être un peu moins naïve, mais quand même, je pensais que les choses, au niveau en tout cas politique, avaient un peu évolué. Je ne sais pas quelle est sa croyance profonde à lui, ce type, parce que peut-être qu'il a la conviction de contrôle. Contraire, hein, c'est possible. Ce que je sais, c'est que du coup, ça parlait du dogme en place et de l'interdiction à aller gratter quoi que ce soit ou à faire quelque chose qui puisse permettre d'en sortir. Voilà. Alors après, il y a un troisième versant, puis on va peut-être le temps aura découlé, dont je veux quand même parler, même si j'y ai fait allusion ce matin, parce qu'il est quand même très important. Dans les moyens qui ont été mis en place pour lutter contre les médecines conventionnelles, il y a quand même l'histoire des sectes ou des dérives sectaires, et c'est quand même super important aujourd'hui. Hein, donc, comment on est arrivé à traiter les médecines conventionnelles de sectes? Et bien c'est parti, on n'a pas de chance quand même, puisqu'il y a eu l'histoire de l'ETS, dont on sait quand même qu'elle a été une vaste manipulation, et qui ne se sont pas suicidés, hein, ils ont été tués et abattus, mais il ne faut pas trop le dire. Enfin, il y a quand même comment il s'appelle là, le film de... Il y a un cinéaste qui a fait un film... Oui, c'est ça. Voilà. Donc, malheureusement, on n'a pas eu de bol. Le gourou du groupe OTS, c'était Luc Jouret, il était homéopathe. Donc on était mal barrés là. Voilà. Et ça va ouvrir une voie royale au Conseil de l'Ordre grâce au travail de fouine, parce que quand même c'est des sacrées fouines, de l'ADFI, parce que le rôle, donc l'ADFI, c'est l'association de défense de la famille et de l'individu. Okay, qui est, après, les ADFI sont locales, donc il y a certains ADFI, enfin ils sont très actifs aujourd'hui dans ce domaine-là, et on ne s'en rend pas compte. Et ils sont après une union nationale qui est l'UNADFI dont est présidente Madame Picard. Okay, et les ADFI ont été mis en place par les actions d'un certain nombre de psychiatres catholiques, voilà, qui venaient des États-Unis, c'est des pressions qui venaient des États-Unis, et donc on y retrouve en France en tout cas, les porteurs, ça a été Accoyer, Abrassard, Guyard, etc. Des gens qui sont des fanatiques, des vrais fanatiques, et qui ont fait la loi Accoyer pour les psychothérapies, et qui aujourd'hui, même s'ils sont encore en arrière-plan parce qu'ils sont vieux, alors ils lâchent un peu la main, ils ont fait de très bons émules derrière eux. Donc la DFI fait un sacré boulot quand même, hein, de délation, de désinformation, et c'est eux, j'y faisais allusion quand je parlais des films, c'est eux, par exemple, l'affaire de Gérard Guignot a été... Gérard Guignot, il a été détruit totalement par les actions de la DFI, alors que quand même, que tu as un médecin non conventionnel, extrêmement connu, reconnu, moi j'avais fait des formations avec lui, enfin, c'était quelqu'un de bien, enfin je veux dire, bon, voilà. Et c'est l'ADFI du Nord, dont la présidente est une charcutière, ça, je trouve ça top. J'ai rien contre les charcutiers, quoi.
Enfin, j'ai rien contre. Je mange pas de charcuterie, alors j'ai rien contre, mais bon, je les côtoie pas vraiment non plus. Alors j'ai pas une grande expérience du charcutier, mais